Bonsoir à tous et à toutes, mesdames et messieurs. C'est avec beaucoup de joie, beaucoup de ferveur que nous vous retrouvons ce soir pour parler avec vous de l'actualité. Vous le savez très bien. Depuis pendant 15 jours, je dirais, les partis politiques en lice pour les élections communales au Bénin se sont donc illustrés sur les antennes de télévision et radio de notre pays par le message à l'endroit de leurs militants. La campagne donc électorale a pris fin ce vendredi 15 mai 2020 à 0h. Quel bilan peut-on faire de cette campagne ? Quel regard portons-nous sur le déroulement de cette campagne qui a été essentiellement médiatique, une première donc au Bénin, du fait de cette pandémie, le coronavirus. Nous allons en parler ce soir sur ce plateau avec nos invités que je présente tout de suite. Dr Patrick Renou, il est sociologue et politiste, maître assistant des universités CAMES, expert gouvernance, démocratie et développement. Dr Patrick Renou, merci de répondre à notre invitation. C'est un plaisir partagé. Très bien. Alors, avec lui, nous avons sur ce plateau M. Angelo Tchatcha. Il est président de l'ONG Wake Up Africa, une organisation des sociétés civiles. Monsieur Tchatcha, merci de répondre à notre invitation. Merci. Très bien. Alors, je vous signale qu'au cours de cette émission, nous aurons un troisième invité qui va certainement nous rejoindre. Nous l'attendons impatiemment, mais avant, nous démarrons, puisque nous savons que vous nous attendez aussi. Vous avez envie de nous entendre, d'écouter en tout cas les analyses de nos invités. Tout de suite, Dr Patrick Renou, vous êtes citoyen, vous avez observé en tout cas ce qui s'est passé pendant ces 15 jours d'entrée de jeu. Quelle appréciation faites-vous de ce qui s'est passé, cette quinzaine médiatique, essentiellement médiatique des partis politiques? Merci beaucoup pour la question d'entrée de jeu. Il me plaît quand même de rappeler que nous avons fait l'option démocratique. Bien sûr. Et que par exigence de probité, et il était important que les partis politiques d'horizons divers participent, n'est-ce pas, à l'animation de la vie politique et donc aux compétitions électorales qui constituent la voie royale de légitimation des gouvernants. Et pour le cas d'espèce, nous avons des élections communales et municipales. Donc la capacité, l'opportunité est donnée aux citoyens d'élire leurs dirigeants à la base et donc faire en sorte que la démocratie locale puisse trouver un socle favorable pour qu'on aille, n'est-ce pas, au développement qui doit faire en sorte que les localités puissent mieux se retrouver parce qu'il s'agit, n'est-ce pas, d'un mieux vivre qui est recherché à ce niveau. Cela dit, pour la petite histoire, nous avons eu droit à une campagne électorale virtuelle, à une campagne électorale médiatique, essentiellement médiatique. Pourquoi? Simplement parce que la Sénat en a décidé ainsi. Pourquoi? Parce que justement nous avons une pandémie qui a frappé tout le monde entier et qui frappe encore le monde entier. Et donc, pour éviter des attroupements, la Sénat a jugé bon de limiter les dégâts en faisant en sorte que les candidats puissent s'adresser aux citoyens par voie médiatique et que l'on assiste pour la première fois à cette expérience et on verra par la suite si cette expérience a donné les fruits attendus. Mais ce qu'il faut déjà dire, c'est que cette campagne virtuelle a regroupé, je vais dire, 4 partis de la mouvance. 4 partis en réalité de la mouvance et un parti dit de l'opposition. Je veux parler donc des FCBE. Et donc, nous avons eu droit à 5 millions d'électeurs et 18 000 candidats pour le cas des élections communales et municipales de 2020. Et donc, pour la première fois, nous avons expérimenté cette forme de campagne avec l'implication massive des médias, des réseaux sociaux, des panneaux d'affichage, etc. En tout cas, une manière pour les hommes politiques
pour les acteurs politiques de s'adresser directement aux citoyens par voie médiatique. Et donc, en réalité, c'est de jauger l'impact du discours politique sur la tenue des citoyens dans l'urne. Parce que les citoyens, encore une fois, sont les seuls à s'exprimer en faveur ou non d'un candidat ou d'un autre, relevant d'un parti politique ou d'un autre. Très bien. Voilà ce que merci, Monsieur Tchatcha Angelo, vous êtes citoyen, président d'une ONG. Votre regard sur ce qui s'est passé très rapidement, comment avez-vous vu de votre position le déroulement de cette campagne qui a été, comme on l'a dit tout à l'heure, essentiellement médiatique? Merci, monsieur le journaliste. Merci encore pour l'invitation. Je veux d'abord dire que, en tant qu'organisation de la société civile, Wake Up for Your Right, la section Afrique que je dirige, a l'habitude de ces rendez-vous électoraux, à l'occasion desquels nous déployons des observateurs. Mais le plus important pour une organisation comme la nôtre, c'est la garantie de l'équité, de la transparence des opérations de vote. Et pour revenir à votre question, cette campagne médiatique qui a, je vais dire médiatique et aussi dont les réseaux sociaux ont été le support plus important, était chose exceptionnelle. Nous étions habitués à des meetings, à de grands regroupements, manifestations, au cours desquels les partis politiques posaient leur offre à la population. Ambiance bon enfant et souvent festive. Entre-temps, le coronavirus est venu sonner le glas de cette tradition. Dit-on à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. La Sénat, le gouvernement, ils ont sorti, ou je vais dire, je reviens à la Sénat pour dire que la Sénat a sorti une solution du chapeau. Il ne revenait pas d'en apprécier l'opportunité, mais de nous astreindre à notre rôle de veille pour que, bien qu'à travers la télé, la radio, les presses écrites, que les droits des populations soient garantis. Nous n'avons pas observé de dérive particulière. Les partis politiques ont pu faire passer leur message. Il y a même eu quelques, je vais dire, engouements de la part de la population. Donc, pour dire, chose nouvelle, cette forme de campagne a été étoffée par tout ce que nous avons vu. Je vais aller directement sur... Oui, allez-y. Alors, vous parlez de ce qui est constaté ce que vous avez constaté... Alors, je vais parler en tant que citoyen là tout de suite pour dire, parce que de mon rôle, de ma peau de citoyen, je note quand même assez d'efforts de la part de ces partis où l'on note plus de jeunes, plus de présence de jeunes, de femmes, et le contenu aussi des discours présentés note quand même plus de matière, un peu plus par rapport au passé. Très bien. Nous allons y revenir plus en détail tout à l'heure. En tant qu'observateur, monsieur Tchatcha, est-ce que, au regard de ce que vous avez vu, vous avez écouté, vous avez observé, en un mot pour rester dans votre jargon, est-ce que on a atteint le but escompté est atteint en optant pour une campagne exclusive, essentiellement médiatique? Est-ce que vous avez le pressentiment que quand même ça a apporté quelque chose au Béninois? Il y a eu un changement? De mon point de vue, un peu comme tout le monde, je suppose. Au début, je suis resté un peu sceptique, mais très vite, je me suis pris au jeu, un peu comme tout le monde, j'imagine. Très bien. Et puis comme je vous dis, il n'est pas de notre rôle de nous immiscer dans le champ politique. Et comme observation, en fait, sur le contenu
Non, nous parlons pas du contenu, mais du message de point de vue général. Le message, est-ce que vous avez sa portée? C'est-à-dire, est-ce que vous avez eu le pressentiment en tant qu'observateur qu'il y a eu quand même, c'est-à-dire, il y a eu un éclair, il y a eu quelque chose a changé? Si quelque chose a changé, je pense que la suite pourra Très bien. nous donner raison. D'accord, monsieur. Alors, docteur Patrick Renou, voilà, je reviens, peut-être la même question sous une autre forme. Est-ce que vous avez le pressentiment que cette forme de campagne que nous avons connue a apporté quelque chose de nouveau du point de vue quinzaine médiatique pour la campagne? Est-ce que ça a apporté quelque chose de nouveau? Je pense pour ma part qu'il y a eu forcément quelque chose de nouveau. Et d'abord, il faut faire cette lecture en partant, n'est-ce pas, des enjeux que représentent ces élections. En soi, ces élections constituent des enjeux majeurs. Et seulement que à l'entame, enjeu majeur parce que il revient aux citoyens à la base de prendre leur destinée en main. Et les élections communales constituent cette voie royale qui leur permet vraiment d'en arriver là. Et donc de prendre leur destinée en main et de poser des actes concrets qui puissent rimer avec vraiment l'envie d'aller au développement. Et enjeu, cette fois-ci, pourrait être analysé sous un autre regard. D'abord, à l'entame de l'élection, à l'entame du processus électoral. J'ai rappelé tout à l'heure que nous avons 4 partis politiques qui se réclament de la mouvance et qu'il y a un 5e et qui se dit parti de l'opposition. Qui est de l'opposition. Oui. Mais dans la réalité, on peut quand même laisser entendre que l'opposition, la représentativité au sein donc de l'opposition laisse un peu à désirer. Et donc, la lisibilité attendue de l'opposition... Ça a désiré dans quel sens? Oui. Parce qu'ils n'ont pas eu droit aux médias pour passer leur message. Ils n'avaient pas eu droit aux réseaux sociaux pour passer leur message? Non, ce n'est pas dans ce sens. C'est-à-dire que permettre à tous les citoyens qui appartiennent, n'est-ce pas, à un parti politique ou à un autre, d'aller vraiment, de se faire représenter, d'aller aux élections. Lorsque l'on considère les partis qui sont au début, n'est-ce pas, de cette course-là, il va de soi que l'opposition n'est pas, c'est-à-dire de façon visible, n'est pas très bien représentée. Et il se pose... Mais quand même, il y a eu un parti de l'opposition qui est représenté. FC, le parti de l'opposition n'est pas n'importe quel parti. Oui, c'est vrai que en réalité, je ne jette la pierre à personne en réalité. Mais je m'en tiens à l'essentiel pour dire que nous avons des partis de la mouvance. Bien sûr. Et qui sont représentés. Et qui ont tous eu droit aux antennes des radios et télévisions, puisque c'est ça qu'ils savent. Qui se sont exprimés, qui ont eu leur temps d'antenne, chacun pour leur message, pour leur candidat, ce qui c'est. Mais tout à fait. C'est cet aspect que je voudrais... Bon, si vous voulez amener le débat à ce niveau, bon, je vous comprends. Mais je pourrais dire simplement que le débat en soi n'est pas mauvais. Le débat en soi est un débat qui pourrait permettre ou qui a permis de s'en tenir à certains leviers importants de développement local. Ça, c'est un constat réel. Deuxièmement, par la force des choses, on est arrivé à s'en tenir, n'est-ce pas, aux campagnes électorales virtuelles, médiatiques simplement. Et alors que les populations sont habituées à ce contact chaud, direct entre candidats et citoyens et électeurs. Bon, donc, il y a manqué cet aspect des choses. Mais cela ne veut pas dire que les règles fixées par la Sénat ont été respectées sur toute la ligne. Le constat... Vous avez eu des oui, il y a eu quand même, puisque la Sénat a interdit des meetings. La Sénat a interdit des cortèges et également du porte-à-porte. Mais dans la réalité, il y a comme un évitement des règles fixées par la Sénat et de façon éparse
on a constaté quand même qu'il y a certains candidats qui ont tordu le cou, n'est-ce pas, à la loi, aux réalités que la loi a voulu mettre en relief, et quand même on fait des meetings. Hein. Moi j'ai assisté, j'ai vu quand même que certains candidats ont fait des cortèges, et vraiment, et ont voulu montrer aux populations qu'ils sont là et qu'ils veulent être à leur service, mais toujours est-il que les règles fixées par la Sénat n'ont pas été respectées sur toute l'année. Très bien. Ça, c'est un constat général. Deuxièmement, si l'on s'en tient au contenu des discours, et là, on peut faire une analyse du discours, et les candidats ont rivalisé, vraiment, en matière d'idées, pour se faire entendre, pour que les citoyens électeurs votent pour eux. Mais il y a par endroit l'imbrication du prévu et du non prévu. Parce que un candidat qui va aux élections communales ne sait pas d'emblée qu'il sera maire ou pas. Oui, bien sûr. Mais puisque l'élection du maire intervient au second degré, après l'élection, après la sélection des conseillers communaux. Et donc, il y a comme une confusion par endroit au niveau de certains candidats qui pensent que d'emblée, ils pourraient se faire élire maire, alors qu'en réalité, l'élection... Il ne s'agit pas d'élire les maires. Voilà, il s'agit de dégager, de sélectionner, n'est-ce pas, les conseillers communaux ou municipaux. Et donc, il y a ce constat-là à faire. Deuxièmement, ou troisièmement, si vous voulez, on a constaté quand même que plusieurs médias ont été mobilisés. D'abord, on a environ 86 radios qui ont été mobilisées pour la cause. Et au niveau des chaînes de télévision, on a environ 6 et une cinquantaine, environ 50 journaux de presse écrite. Donc, en tout cas, les médias se sont impliqués et la Sénat a voulu qu'il en soit ainsi. Et donc, c'est une expérience importante à faire. Mais cette expérience ne veut pas ou ne devrait pas nous amener à perdre de vue la nécessité, en cas d'élection, pour les candidats d'aller au contact, n'est-ce pas, des citoyens électeurs, et dont ils auront la destinée. Et l'élection, comme je l'ai dit au départ, constitue la voie royale de légitimation des gouvernants. Donc, il y a ce qu'on pourrait appeler en sociologie politique la légitimation des gouvernants par le biais de l'élection. Et donc, mais on verra par la suite, quand les élus seront installés, les conseils communaux seront installés et qu'on aurait, n'est-ce pas, le pouvoir exécutif communal ou municipal, on verra bien si les actions que ces conseils vont poser vont leur permettre de garder la ligne en matière donc de légitimation aux yeux des citoyens, des électeurs qui auraient souhaité qu'ils se mettent à leur service et qu'ils défendent des programmes qui puissent leur permettre vraiment de trouver la voie du développement. Parce que vous estimez, docteur Patrick Renon, que le message véhiculé par ces candidats n'ont pas été... ces messages n'ont pas été à la hauteur, c'est-à-dire ne correspondent pas à l'actualité, où y avait-il du dérapage, de la démagogie, ou c'était quoi selon vous le message? Oui, démagogie, on peut faire le lien, il y a quand même un lien à faire, mais je voudrais dire simplement que parfois les élus, je ne voudrais pas dire que sur toute la ligne, ils sont passés à côté. Ils sont venus dire ce qu'ils entendent faire en termes de programmes, en termes de projets pour les citoyens et pour les populations locales. Ça, c'est un fait. Mais à côté de cette réalité, il y a que parfois le désir vraiment d'appâter a amené certains candidats à confondre le prévu et le non prévu. Le prévu, c'est que par le biais donc des élections communales et municipales, qu'on dégage par exemple les conseillers et que par la suite ces conseillers se retrouvent pour élire un maire. Lorsque vous allez à une élection communale et que vous-même vous
positionné comme étant le futur maire, en réalité, ça pose un problème. Ça pose un problème parce que... De compréhension des tests, d'assimilation des tests. Et d'enjeux. Oui. Et c'est ce constat-là que nous avons eu à faire. Et deuxièmement, on peut quand même faire observer que, encore une fois, les enjeux ne sont pas tout le temps partagés. Et au sein des partis politiques qui ont participé à ces élections, vraiment, il y a un challenge. C'est-à-dire qu'il y a une lutte qui a mené à la sélection des candidats, au positionnement des candidats sur les listes. Ça, c'est un fait. Mais entre différents candidats, si on lit de l'extérieur, on ne perçoit pas très bien vraiment qu'il s'agit d'un enjeu majeur entre partis politiques. Et quelquefois, on a le sentiment que, bon, c'est comme un match amical qui se prépare à être joué. Et donc, par moment, je veux dire, par moment. Et donc, il y a quand même un effort à faire. Match amical, mais c'est une élection communale. Et puis, il n'y a pas de rivalité en tant que tel. Chacun essaie de se faire valoir, de défendre son programme, son point de vue, etc. Oui, ce qui n'aurait pas été le cas si on avait affaire vraiment à des partis qui, dans l'ensemble, ne se réclamaient pas de la mouvance, je veux dire. Et c'est un choix. Oui, c'est un choix, mais moi je dis, c'est un constat qu'on fait. Et par le passé, si on a vraiment, à l'occasion des élections communales ou municipales ou de toute autre élection, lorsque vous avez vraiment des positions clivées, vous avez des bords clivés, il va de soi que la lutte n'est pas la même que si vous avez quand même des partis qui sensiblement se retrouvent sur le même tableau, etc. Mais encore une fois, on peut dire quand même que tout a été fait conformément aux lois de la République. Mais cela n'empêche pas le chercheur que je suis vraiment de jeter un regard objectif sur la lisibilité des positionnements, sur la lisibilité des confrontations électorales. Et c'est de cela qu'il s'agit. Très bien, docteur Patrick Renou. Alors, monsieur Angelo Tchatcha, est-ce que... docteur l'a dit tout à l'heure, est-ce que on peut ne pas avoir des attroupements autour des candidats? Est-ce que l'aura de ces candidats, la positionnée de part et d'autre, n'a pas joué par rapport à cette mobilisation? Pourtant, les tests l'ont dit, la Sénat l'a dit, pas de regroupement de plus de 50 personnes. Effectivement, vous avez sorti le mot, l'aura, et certaines têtes, je vais dire, positionnées, forcément vont susciter dans ce déplacement, ce mouvement de la population, des sympathisants. Nous avons, tout à l'heure je parlais de dérives que nous n'avons pas notées de façon particulière, mais il est vrai que ce qu'a relevé le docteur tout à l'heure, il y a eu par moment de ces attroupements ou comme de ces habitudes quand certaines classes de la population qui ne peuvent pas se limiter ou se refuser de manifester leur engouement, leur sympathie à ces personnes, puisqu'il s'agit des élections de proximité. Alors, donc c'est des individus qu'ils connaissaient, peut-être qu'ils côtoient presque tous les jours. Effectivement, et donc, mais il faut noter que globalement, ce ne sont pas des faits qui sont de nature, dans le sens global, à aller contre les directives données par la Sénat. Donc, oui. Autre remarque dont vous avez parlé à l'entame de cette émission, vous avez dit que vous avez constaté qu'il y a eu assez de positionnement de jeunes qui sont suffisamment positionnés, de femmes également, et assez de cadres, en tout cas, qui ont décidé aujourd'hui de participer à la gestion de la chose publique à la base. Vous avez fait ce constat, parlez-nous. Oui, ce constat, je dirais qu'il est relatif de tous ces partis, les 5, qui ont tout fait. On aurait dit que le combat visuel se faisait sur
plus le positionnement de jeunes, tant de jeunes que de femmes, j'allais dire, qui est la chose la plus remarquée dans cette campagne. Alors, je n'irai pas dans le contenu, comme je l'ai dit tout à l'heure. Est-ce que ce n'est pas les tests, c'est-à-dire il y a un sentiment de renouvellement de la classe politique, les tests, les réformes qui ont participé à cette chose? Absolument, c'est une conséquence. J'allais dire, c'est une conséquence. Et pour dire, la génération de ces jeunes-là qui sont positionnés en tôt et ont senti véritablement leur utilité. D'avoir un droit de regard, et déjà de ne pas être à marge de ce changement qui note déjà, et puisque nous savons très bien que bientôt, dans quelques mois, nous irons au présidentiel, et étant donné que la classe, eu égard à tout ce qui s'est passé déjà pour les législatives, cette jeunesse a tout intérêt à plutôt se positionner puisqu'il y a des vides. Voilà un peu ce que je peux dire sur cette question. Très bien. Docteur Patrick Renou, je vous renvoie aussi la question. Assez de jeunes qui sont positionnés, c'est le constat que nous avons fait parce que la plupart de ceux qui sont intervenus sur les antennes, presque totalité, c'est quand même des jeunes, des cadres, des hommes et des femmes décidés désormais à s'impliquer dans la gestion de la chose publique à la base, dans leur localité. C'est quand même l'exception, c'est quand même... Alors, quel regard avez-vous en tant que sociologue par rapport à ça et quel est l'intérêt? Bon, c'est un constat qu'il y a eu un renouvellement de la classe politique. D'ailleurs, toutes les études l'ont souligné, l'ont appelé de tous leurs voeux que la classe politique se renouvelle. Et le chef de l'État aussi l'a martelé plusieurs fois. Et on se rappelle qu'au temps fort donc, de la période post-crise électorale, le chef de l'État a eu à insister, n'est-ce pas, plusieurs fois sur la nécessité vraiment de renouveler la classe politique. Il y a comme un effort de botter un peu en touche les incongruités liées à la politique telle qu'elle était menée par les anciens. Et donc le chef de l'État l'a souligné. On peut dire quand même que toutes ces réformes ont été insufflées en quelque sorte par le chef de l'État. Et donc ce constat-là colle, n'est-ce pas, aux exigences du chef de l'État, en tout cas à ses souhaits, et pour que la classe politique se renouvelle. Nous avons constaté qu'il y a plusieurs jeunes qui ont estimé qu'il est temps vraiment de participer à la gestion des affaires publiques au niveau local. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose, seulement qu'il ne suffit pas d'aligner des jeunes. Il faut que les jeunes soient formés. La formation. Parce que pour diriger, même au niveau local, même à l'échelon local ou à l'échelle communale, il faut avoir des atouts. Il faut avoir des compétences. Il faut avoir un profil qui puisse faire en sorte que l'on soit capable d'insuffler une nouvelle dynamique à la gestion des affaires publiques au niveau local. Et donc, c'est un constat qui est fait. Ce constat mérite d'être accompagné. Il ne suffit pas de dire qu'on a eu des jeunes, cela suffit. Non, il ne suffit pas de clamer la présence des jeunes. C'est quand même des cadres de ce pays qui ont choisi. Vous avez des ingénieurs, vous avez des docteurs, etc. C'est quand même des... Oui. Et je vous comprends. Peut-être qu'ils n'ont pas encore la notion de la gestion de la chose décentralisée. Peut-être, mais c'est quand même des cadres qui ont certaines aptitudes déjà à pouvoir, qui sont à des niveaux de responsabilité. Oui, moi j'ai toujours prôné que l'on lève un peu les barrières liées au mythe de l'élitisme. Je ne pense pas, et je l'ai défendu sur plusieurs chaînes, que ce soit nationale ou internationale, je l'ai défendu. Il ne suffit pas d'être bardé de diplômes pour prétendre gérer efficacement les affaires
publiques, et qui plus est des affaires publiques locales. Il faut vraiment aller à l'école. Et il faut réaliser une certaine osmose entre la culture académique et la culture politique. Il faut une osmose. Et donc, il faut réaliser cette dualité pour prétendre agir efficacement. Et donc, je reste un peu perplexe lorsqu'on pense qu'il suffit d'être diplômé. Un spécialiste de la sociologie politique, par exemple, peut mieux conseiller, par exemple, un chef de l'État, des élus, etc., etc. Mais de sa peau, dans sa peau de spécialiste, cela ne suffit pas pour qu'il prétende gérer efficacement. Il faut qu'il fasse l'expérience, il faut qu'il aille à l'école de la politique. Lorsque vous regardez ce qui se passe ailleurs, ceux qui vont être des ministres de l'éducation, des ministres de la défense, ont milité a priori ou avant tout dans un parti politique et ont assumé virtuellement des rôles au sein donc de cette pépinière politique. Le temps vraiment de revenir à la surface au plan national ou à l'échelle nationale ou locale, si vous voulez, pour vraiment assumer avec efficacité. Et donc, c'est une avancée. Certes, c'est une avancée, mais il faut aller plus loin en faisant en sorte que ces jeunes qui se sont engagés en politique puissent trouver les ressorts nécessaires en matière de culture politique pour étoffer davantage leur niveau académique pour que la gestion soit des plus efficaces possibles. Très bien. En tant que sociologue, Dr Patrick Reynaud, est-ce que le discours de ces candidats a tenu compte de certains aspects tels que la démocratie locale et la participation citoyenne, l'économie locale? Est-ce que les communes, c'est-à-dire les partenariats entre communes, les défis du millénaire, est-ce que vous avez eu le sentiment que ces aspects quand même ils ont tenu compte de ça dans leur discours à l'endroit des militants? Oui, on a le sentiment que les candidats se sont informés quand même. Ils se sont informés sur... Vous l'avez lu? Oui, on a quand on les suit, on a l'impression que les candidats se sont informés et sont informés des attentes des citoyens. Ne serait-ce que par le biais des différents programmes exécutés au plan gouvernemental. Ils ont su faire le lien avec vraiment le niveau local et ont abordé des questions de développement, d'économie locale, de partenariat, surtout que l'on sait que la coopération décentralisée reste nécessaire pour vraiment renforcer les atouts au plan local pour que les localités, les communes puissent trouver vraiment de quoi pousser un ouf de soulagement en matière de développement. Et donc, on peut dire quand même que ces points qui constituent des angles névralgiques de toute politique locale ou communale, que ces points ont été évoqués par les candidats qui se sont informés. Maintenant, on peut chercher à savoir si ils sont suffisamment convaincus et qu'ils ont la poigne nécessaire à tout moment, s'ils auront aussi les coudées franches pour vraiment manœuvrer à la tête donc du gouvernement local qui sera constitué et pour que ce qui est recherché pour l'essor puisse être trouvé efficacement. Parce qu'on a l'impression aussi que certains candidats ont été positionnés sans trop de conviction. Oui, sans être convaincus. Et donc, il y en a qui répètent un certain nombre de points dont on a discuté simplement avec eux, mais sans pour autant être suffisamment convaincu de l'enjeu ou de l'ampleur de la tâche. Et comme vous m'avez posé la question, je voudrais profiter aussi pour dire que tout peut être dérivé des enjeux que constituent ces élections. Premièrement, à partir donc de cette campagne et virtuelle, de cette campagne médiatique qui a remplacé la campagne vraiment qui devrait donner l'occasion au contact physique de façon générale, on peut dire quand même que il y a une diminution de
ce qu'on pourrait appeler l'habitus du cadotage, diminution, c'est-à-dire le captage de la rente électorale, qui faisait en sorte que les citoyens s'attendaient à des prébendes au niveau, n'est-ce pas, de la part des candidats, etc. Il y a une certaine diminution. D'ailleurs, cela se lie à partir donc des enjeux que constituent les élections. Et je l'ai rappelé quand même qu'il n'y a pas de clivage vraiment solide. Et donc, le jeu pourrait être joué vraiment dans une certaine arène qui leur permette de ne pas trop dépenser avant de pouvoir se positionner, avant de pouvoir se faire élire, comme on a l'habitude de le constater. Parce que par ailleurs, les élections communales ou les élections en général ont toujours donné l'occasion aux citoyens certainement, il n'y a pas eu la rente électorale. Oui, si certainement il n'y a pas eu cet aspect, c'est parce que certainement les réformes ont participé à ça. C'est-à-dire c'est la conséquence de ces réformes. Aujourd'hui, plus rien ne sera comme avant. Les partis, ce n'est plus des partis de localité, des candidats d'un coin. Il faut être d'abord d'un parti national avant de pouvoir occuper cette place. Oui, sur ce plan, je pense qu'il faut saluer l'esprit de la réforme. Il faut saluer l'esprit. L'esprit, c'est de faire en sorte que l'on n'ait plus des partis qui, par le passé, qui étaient comme des clubs électoraux et qui apparaissent de façon sporadique à l'occasion des élections, que l'on ait désormais des partis politiques bien structurés et bien représentés sur toute l'étendue du territoire. Ce qui éviterait des dérapages et tout. Donc l'esprit doit être salué, mérite d'être salué, parce que les réformes, lues sur ce plan, lues sous cet angle, devraient amener, n'est-ce pas, à un assainissement du paysage politique. Et ça, c'est relatif, n'est-ce pas, des réformes lorsqu'on les considère dans leur esprit. Mais dans la réalité, il y a encore beaucoup de pas à franchir. On ne peut pas dire, par exemple, la question de l'animation, de la formation des citoyens et des militants. Ce pas mérite d'être franchi. Et nous n'avons pas le sentiment que, à partir des réformes, on a déjà intégré dans les réalités la nécessité de faire en sorte que les militants soient bien formés. Et deuxièmement, il faut que l'on assiste à une nouvelle génération de militants. On n'en a pas encore. Il y en a qui pensent, je veux dire des militants qui pensent que ce n'est pas un enjeu majeur que de militer, de contribuer, de mettre la main à la poche pour contribuer à la vie du parti politique. Et donc là encore, il y a un effort. Les réformes devraient nous amener à restructurer l'image ou le profil du militantisme béninois. Et là, sur ce plan, il reste encore beaucoup de choses à faire. Alors, beaucoup de choses à faire, oui. Et là, ça, les OSC que vous représentez, monsieur Angelo Tchatcha, est-ce que, puisqu'il a dit, le docteur l'a dit, il y a le volet formation de ces candidats, le volet sensibilisation. Est-ce que vous avez dans vos actions sur le terrain ce volet est impliqué, vous l'avez dans votre cahier de charge? Merci, monsieur le journaliste. Nous avons poursuivi déjà par petits groupes la formation de nos observateurs. La formation de vos observateurs. Absolument. Pas des candidats, il n'y a aucune action qui soit en direction des candidats, des potentiels candidats sur les listes. Non. D'accord. Alors, puisque ici, nous sommes partie civile, nous observons les opérations, le processus, voilà, tout à fait. Donc je disais tantôt que nous avons déjà poursuivi par petits groupes la formation de nos observateurs, en ligne principalement, et nous avons une plateforme dédiée à cet effet. La formation et la sensibilisation aux gestes barrières, la formation sur le nouveau code électoral, la formation au rôle de l'observateur dans le bureau de vote, et plus généralement, nous avons mis un point d'honneur à apporter notre contribution à la lutte contre le coronavirus en faisant à travers les messages par voie de presse, la distribution de masques, le dispositif de lavage de mains,
Et, car je pense que c'est peut-être la chose la plus importante aujourd'hui, puisqu'il en faudra une bonne dose de discipline aux populations pour aller voter tout en respectant les gestes barrières. Donc, parlant de la formation, l'appréciation de la formation des candidats, ce travail, ce rôle qui revient et qui appartient à chaque parti, comme l'a dit tout à l'heure le docteur, cela pourrait se décrire ou transparaître déjà dans la structuration des idées que nous avons suivies à travers les sorties médiatiques, les interventions. Maintenant, quant à la méthodologie diverse, je pense que la conclusion, c'est-à-dire l'appréciation, revient à la population et les conclusions doivent être tirées par les uns les autres à travers les résultats des unes. Très bien. Et en tant que citoyen, avez-vous le sentiment que nos candidats qui sont intervenus à les écouter, vous avez certainement eu la chance de les suivre, c'est les chaînes de télévision, radio également, vous les avez écoutés. Est-ce que vous avez le sentiment qu'ils sont préparés est-ce que on peut déjà espérer quelque chose où il faut canaliser tout ça dès que les choses vont se après le 17? Pour la plupart, ou je dirais généralement, oui, de façon globale, on note quand même une certaine préparation. Et alors une préparation bien sûr à l'enjeu. Maintenant, nous savons tous qu'une chose est de se préparer et présenter ses ambitions. Et à la fin, il s'agira maintenant d'ancrer tout ceci, d'appliquer pour passer à la pratique. Voilà, passer à la pratique, si vous voulez, pour que, bien sûr, que les actes soient joints, qu'on perd leurs paroles. Et bien, le plus important ici, puisqu'on parle déjà d'un changement je vais dire carrément de la classe politique. Alors, la jeunesse a une fois peut-être l'occasion de prouver ce qu'elle est capable d'apporter à côté de la classe. Je ne veux pas dire la classe sortante ou la classe politique ancienne et qui demeure et certainement avec laquelle elle devra ou aux côtés desquels elle devra prouver qu'elle peut et qu'elle peut assurément assurer la relève. Donc voilà, je pense pour ma part que si c'est un défi, ça a été relevé pour ce que nous avons pu constater. Je reviens encore pour dire que plus de jeunes, plus de femmes, comme l'a dit tout à l'heure le docteur, ne veut pas forcément dire que nous avons, que les partis politiques ont de quelque chose à démontrer certainement, mais il s'agira ici, à travers tout ce qui a été présenté lors des campagnes médiatiques, le contenu des débats, le contenu des idées, ou les idées que les uns et les autres ont présentées et qui soient responsables et prêts à pouvoir les assumer. L'autre question, je reviens encore pour vous demander, est-ce que tout ce dont vous avez parlé, militantisme, formation, est-ce que les OSC, vous n'avez pas ce volet-là dans votre programmation, aller vers les candidats, puisque vous suivez le déroulement des choses, mais comment le déroulement c'est vrai, l'organisation, vous ne rentrez pas dans l'organisation des choses, mais une formation par rapport à ceux-là qui sont appelés désormais à gouverner les choses à la base. Vous n'avez pas un volet formation, sensibilisation, discussion, échange, séminaire par rapport à leur endroit en fait. Oui, ce volet existe, mais pour vous dire vrai, le contexte actuel des élections et le processus électoral et aussi la situation du cordon sanitaire a un petit peu nous a beaucoup plus... Vous êtes sceptique par rapport à... Non, je ne dis pas sceptique, mais nous avons orienté plus plutôt nos actions vers la sensibilisation de la population, parce que les partis politiques
tenant compte de l'enjeu, ils savent ce qui est leur rôle, ce qu'ils ont à faire. Maintenant, je vous ai dit tout à l'heure que nous avons envoyé des messages de sensibilisation, d'accord, par voie de presse, et les partis politiques font partie de cette masse, et nous ont espéré qu'ils ont écouté aussi ces messages de sensibilisation qui touchent quand même toute la population. Et ici, pour revenir à ce que à l'orientation que nous avons donnée à la formation, à la sensibilisation cette fois-ci, c'est beaucoup plus cette population qui est quand même aujourd'hui la plus, en tant qu'acteur dans le système, plus sensible, et qui a besoin de se rassurer de ce que, bon, il y a élection, puisque c'est décidé, effectivement, il y a l'élection, et on peut y aller sans s'inquiéter. Voilà un peu pourquoi nous avons plus orienté la formation, la sensibilisation à l'endroit de cette catégorie de population. D'accord. Merci à vous, monsieur Angelo Tchatcha. Je rappelle que vous êtes président d'une ONG, Wake Up Africa. Wake Up for Your Right. Wake Up for Your Right, yes, Africa. Alors, docteur Patrick, on le disait tantôt, l'aura, vous l'avez évoqué en tant que sociologue, ce sont vos observations. On a refusé le grand regroupement quand même. Il y a certains candidats qui l'ont fait. Est-ce que c'est degré ou c'est l'aura qui a joué sur ça pour que qu'il y ait ces regroupements? Est-ce qu'on peut s'en passer? Est-ce qu'on pouvait ne pas en avoir ces regroupements de plus de 50 personnes comme on l'a constaté? Je fais le constat quand même que si certains candidats en sont arrivés à braver, n'est-ce pas, les orientations de la Sénat, c'est parce que justement ils ont décidé d'agir ainsi. Et ils n'ont pas éprouvé le besoin de rester dans le cadre stricto sensu défini par la Sénat. Et comme je l'ai dit, nous avons affaire, dans le cadre de ces élections communales, à une espèce d'épiphénomène. C'est-à-dire que c'est comme un truc d'occasion. Hein. Il arrivera un temps, lorsque le Covid va passer, nous allons revenir à nos habitudes. C'est-à-dire permettre aux candidats d'aller au contact réel, au contact physique avec leurs électeurs pour que les échanges puissent se faire. D'ailleurs, il n'y a pas d'élection en principe sans ce contact physique. Parce que la campagne électorale, c'est l'occasion rêvée d'aller au contact. Mais il s'est fait qu'il y a une situation particulière qui a orienté, n'est-ce pas, les acteurs de la Sénat vers cette option. Et ceux qui ne l'ont pas respecté, en tout cas du début jusqu'à la fin, et qui ont trouvé des voies de contournement, en ont éprouvé le besoin parce qu'ils sont restés collés à la réalité d'avant qui veut que l'on aille directement au contact des citoyens. Mais ils ont agi ainsi parce qu'ils pouvaient être appréhendés. Ils pourraient être punis. Encore une fois, s'ils ont décidé de le faire, c'est parce que certainement ils ont des complicités. Ils ont estimé qu'ils ne pourraient pas être inquiétés outre mesure. Mais toujours est-il qu'il n'y a personne qui soit inquiété jusqu'à l'heure où nous parlons. Ça veut dire quand même que ils l'ont fait en toute connaissance de cause, en cherchant des complicités. Est-ce que nous pouvons dire, est-ce que nous pouvons le présenter ainsi parce qu'ils ont des complicités? Est-ce que l'effet de l'individu, du fils du terroir, ça c'est notre candidat, nous le connaissons, c'est notre fils, c'est l'aura, c'est pourquoi j'insiste sur ça. L'aura du candidat n'a-t-il pas joué dans la mobilité, dans ça? Parce que je donne un exemple, Dr Patrick Renou qui veut être candidat qu'on connaît correctement dans un coin, il ne peut pas passer inaperçu, surtout que nous sommes en campagne. Dr Patrick Renou peut-il passer inaperçu sans que la population ne sorte? Vienne à ça en compte, surtout dans la campagne. Il n'y a pas d'aura possible qui puisse échapper, n'est-ce pas, aux orientations de la Sénat, parce que c'est la Sénat qui est l'organe chargé d'organiser les élections. Et tous les candidats, en principe, sont soumis aux règles établies par la Sénat. Absolument. Quel qu'il soit.
quel qu'il soit, Oui. ils ont l'obligation de s'en tenir à ces orientations. Et donc, je n'ose pas faire trop de commentaires sur cette question, parce que justement, si des candidats en sont arrivés à agir ainsi sans être inquiétés, on peut supposer qu'ils ont porté des gants, qu'ils ont pris des dispositions pour ne pas se faire appréhender. Ils ont pris des dispositions. Mais toujours est-il que le besoin est là. Le besoin d'aller au contact, comme je l'ai martelé, et c'est une situation exceptionnelle qui nous a contraints à assister à ces orientations de la Sénat. Mais ce que je voudrais dire par là, c'est que dans la réalité, il y a comme une certaine démotivation des citoyens électeurs. Ça peut s'expliquer par plusieurs raisons. C'est-à-dire que les candidats sont plus motivés que les citoyens électeurs. Et dans la réalité, parce que les citoyens électeurs, peut-être pas vraiment cette situation donc de Covid, ont éprouvé le besoin vraiment d'être réticentes, les populations. Et tout comme il peut s'expliquer, cela peut s'expliquer par le fait politique lui-même. Parce que, vous savez, il s'agit des citoyens qui ont leurs appréhensions, qui ont leur capacité de jugement et qui peuvent apprécier la situation d'une manière ou d'une autre et estimer que, bon, voilà, le jeu ne vaut pas la chandelle et qu'il faut vraiment marquer une certaine distanciation. Et donc, il y a cette démotivation. En tout cas, le constat est qu'il y a une démotivation visible une démotivation, comme vous le dites, qui a été certainement corrigée par la campagne, parce qu'on a vu certains partis politiques qui sont rentrés, qui n'étaient pas des élections passées, je voulais parler des élections législatives, mais aujourd'hui, qui sont en jeu, qui ont permis aux gens, sans trop comprendre peut-être ce qui s'est passé, ça c'est notre parti, ce sont des partis que nous supportons, nous rentrons dans le jeu. Oui. Il y a eu cette frange de la population. C'est un fait évident. Oui. C'est un fait évident. Mais dans le même temps, il ne faut pas perdre de vue que il y a comme une certaine démotivation générale vis-à-vis de la chose politique. Les citoyens, ça c'est un constat réel. Deuxièmement, il y a que nous avons deux catégories de candidats. Il ne faut pas oublier de le souligner. Il y a des candidats qui, par le biais de ces élections, négocient le renouvellement de leur mandat. Il y a des conseillers communaux qui sont là et qui veulent vraiment revenir. Oui. Il y a d'autres qui veulent faire leur entrée. Bien sûr. Est-ce que vous voyez? Et donc, toujours est-il que nous allons assister, surtout pour ceux-là qui sont en train de renégocier leur légitimité politique, nous allons assister, nous pourrions assister, selon le cas, à une espèce de paper stones, c'est-à-dire ce qu'on pourrait définir par la pierre de papier, et qui veut que l'acte posé par l'électeur dans l'une puisse frapper parfois plus fort que la pierre lancée en guise de protestation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les bilans pourraient être passés au peigne fin et amener et donner l'occasion à certains citoyens vraiment de sanctionner certains candidats. Oui. Ça, c'est le deuxième aspect. Le troisième aspect, c'est qu'il y a nécessité que, quel que soit le type de compétition auquel on assiste, il faut en arriver à avoir la trilogie nécessaire. C'est-à-dire que l'on ait des élections régulières, et c'est le cas, c'est-à-dire élections organisées à terme échu, en respectant la mandature, etc., mais qu'on ait également des élections libres, c'est-à-dire faire en sorte que les citoyens puissent vraiment exprimer leur choix. Et que troisièmement, ces élections soient sincères. C'est-à-dire une fois que les citoyens électeurs auront émis leurs souhaits, leurs choix, etc., que cela soit respecté sur toute l'année, sans un esprit de contorsion de la volonté de ces citoyens. Et donc, ce sont ces trois aspects qu'il convient d'intégrer dans l'agenda des organisateurs de ces élections pour que l'on en arrive à poser des pas sûrs vers notre destin commun. Le vrai visage de ce que chaque parti représente, de ce que chaque candidat représente pour nos localités. Tout à fait. Très bien. Alors, M. Angelo Teta,
beaucoup l'ont réclamé, ont apprécié comme vous la manière dont cette campagne s'est déroulée et qui souhaitent désormais, qui sont en train de proposer déjà qu'on opte pour cette forme de campagne essentiellement médiatique où ces candidats, comme on l'a vu, cette fois-ci, venir à la télé, quelques rares contacts, s'exprimer, parler. Est-ce que cette forme, est-ce que vous avez la même appréhension? Est-ce que vous roulez dans le même sens que ceux-là? Vous épousez leur proposition? La même appréhension, je dirais, je donnais mon point de vue en disant que c'est une situation exceptionnelle qui nous amène aujourd'hui à vivre cette ambiance, cette façon de faire qu'a imposé la Sénat. Et les partis politiques se sont pris au jeu. Les conséquences ou les résultats de cette forme de campagne, les uns les autres auront à les tirer. Alors, de mon point de vue, sur la continuité de cette forme de campagne, une nouvelle expérimentation, je dirais, pour la petite histoire, cette forme de campagne médiatique était de façon, je dirais, non, pas exceptionnelle, c'est en miniature, je veux dire, d'une certaine manière intégrée dans la campagne, comme ça se faisait avant, puisque les partis avaient une minute des créneaux pour passer à la télé, exprimer voilà, leur point de vue. Mais cette fois-ci, la campagne s'est résolue essentiellement sur cette forme. Alors, si le Bénin doit continuer à appliquer cette forme de campagne pour ces élections, il reviendra aux acteurs de l'apprécier et de décider en son temps. D'accord. Docteur Patrick Zanou, c'est vrai, c'est le Covid-19 qui a amené à cette forme de campagne essentiellement médiatique. D'abord, est-ce que vous avez constaté que dans leur message, ils ont tenu compte de ça et qu'il faudra peut-être continuer, expérimenter à nouveau cette forme de campagne? Je pense que nous n'allons pas réinventer la politique. Et nous n'allons pas réinventer la réalité liée aux compétitions politiques. Les compétitions politiques, c'est l'occasion donnée aux candidats vraiment d'utiliser plusieurs voies pour se faire entendre. Ne serait-ce que d'abord pour se faire entendre et éclairer les citoyens dans le choix qu'ils seraient amenés à faire. Cela dit, nous avons vécu une situation exceptionnelle par le biais donc du Covid. C'est le Covid qui nous a imposé cette façon de faire. Oui. Mais j'ai dit que le Covid va passer. En tout cas, j'ai foi que le Covid va passer et que nous allons revenir vraiment à la vie normale. La vie normale, s'il s'agit de la politique, ou si vous voulez, la vie politique normale veut que, à l'occasion des échéances, on ait, par exemple, des partis politiques, ou que tous les partis politiques utilisent la voie médiatique. Ça va de soi, parce qu'il y a plusieurs moyens d'atteindre les citoyens électeurs, et que par la suite, on leur donne également l'occasion et d'aller au contact des citoyens, parce que le choix, d'ailleurs, combien écoutent les radios? Tous les citoyens n'écoutent pas les radios. Tous les citoyens n'ont pas les moyens de suivre les chaînes de télévision. Tous les citoyens n'ont même pas les moyens de se payer une facture d'électricité. Et donc, permettre à toutes les couches sociales de bénéficier du discours politique. Bénéficier du discours politique pour pouvoir faire des choix éclairés. Des choix en toute connaissance de cause. Donc, il est important que l'on explore toutes les voies possibles. Que l'on ait la chance, qu'on donne la chance aux candidats, à tous les candidats d'ailleurs, de se prononcer sur les chaînes, quelles qu'elles soient, et que deuxièmement, qu'on leur permette également d'aller au contact et de dialoguer avec les citoyens. Parce que dans le contact physique, il y a des réponses qu'on peut apporter. Il y a des réponses. Il y a des questions que des citoyens peuvent poser aux candidats pour qu'ils les éclairent, pouvant et les amener, n'est-ce pas, à faire des choix vraiment en toute connaissance de cause. Et donc, il faudra peut-être
faudrait pas, c'est ce que vous voulez dire, si je comprends bien, ne pas forcément opter pour une campagne essentiellement médiatique les fois à venir, mais permettre aux candidats d'aller vers les concitoyens. Oui, c'est qu'il faut réaliser cette imbrication de toutes les voies possibles et qui puissent permettre aux candidats vraiment de communiquer avec les citoyens électeurs. Donc, réaliser une certaine dualité, tenir compte à la fois des médias, mais tenir compte aussi du contact physique qui reste aussi la voie royale, l'une des voies importantes de rapprochement des candidats au niveau, n'est-ce pas, de rapprochement des candidats de leurs électeurs pour que ceux-là soient invités à faire des choix éclairés. Très bien. Merci à vous. Nous sommes pratiquement vers la fin de cette émission. Monsieur Tchatcha, dites-nous comment est-ce que vous vous organisez pour demain. Ça fait partie aussi. Ça fait partie en tout cas de l'organisation de ces élections communales 2020. Merci. J'allais dire, je ne suis pas analyste politique, non. Mais nous savons que vous avez votre vous êtes citoyen, vous participez. Ces élections, les élections locales drainent d'habitude beaucoup de monde. Et qu'on le veuille ou non, il y a un frémissement dans l'opinion malgré le Covid-19. Et je pense que les Béninois sont plus concernés par ces élections de proximité. Alors, est-ce qu'ils se sont vus concernés? Vous avez constaté ça, qu'ils se sont vus concernés, impliqués? Si ils se sont vus concernés, si nous l'avons vu, si nous l'avons constaté, je dirais, il me serait impossible d'affirmer et de dire oui ou non, puisque nous sommes restés et quand même nous avons vécu ensemble cette situation et nous continuons de la vivre, cette situation de cordon sanitaire, de restriction de mouvement, de restriction, respect des mesures barrières. La majorité des Béninois, on pourrait dire, ont pu être au contact ou ont reçu certainement les messages à travers la télé, les radios, la presse écrite, les réseaux sociaux et tout ça. Alors, et donc, si ils ont vraiment compris et les messages sont passés, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le résultat dans les urnes qui pourra le démontrer. Alors, nous, en tant qu'organisation de la société civile, c'est vrai qu'il n'est pas aussi notre rôle d'apprécier l'opportunité d'aller aux élections ou non. Mais ce qui nous revient comme tâche fondamentale, c'est de nous assurer que fondamentalement, les droits des citoyens potentiels votants sont respectés. Et vous avez cette assurance cette fois-ci pour ces élections? De ce qu'on sait, les centres de vote disposent des dispositifs de lavage des mains. Le port de masque est déjà obligatoire. Il va falloir attendre, observer ce qui est, que le déroulement, comment ça va se passer. Oui, cela dépendra de la discipline, une bonne discipline et de l'engagement citoyen des uns et des autres. Parce qu'il ne faut pas, en allant voter, mettre la vie des autres en danger. Je pense pour ma part qu'il faut plus de discipline, plus d'engagement citoyen pour que les choses se passent dans les meilleures conditions possibles. Les organisations de la société civile, Wake Up for the Right, comme les autres organisations de la société civile, seront présents pour observer et s'assurer de bon fonctionnement, de bon déroulement, des opérations de vote dans la transparence et l'équité. Nous sommes aussi là pour recueillir les plaintes, les dénonciations sur les cas d'achat de voix, de fraude électorale. Et nous sommes là pour tout cela. Je voudrais demander à la population d'aller voter dans le calme et surtout d'être assez discipliné en respectant les gestes barrières.
Très bien. Merci à vous, Dr Patrick Renou. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. S'il vous est donné l'occasion de parler, de vous adresser directement, d'abord en tant que citoyen, puis en tant que sociologue, en plein de formation, développement politique, etc. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire à ces populations-là par rapport à ces élections de ce dimanche? La première des choses, c'est qu'aucune élection n'est à négliger. Hein, l'élection, c'est l'occasion donnée aux citoyens de s'exprimer et de choisir, de sélectionner leur gouvernant. Donc, aucune élection n'est à négliger. Les élections communales sont des élections qui sont beaucoup plus à la portée des citoyens. Parce qu'il s'agit d'élections communales et locales. Qui devrait leur permettre de s'impliquer directement dans la gestion des affaires publiques locales. Deuxièmement, c'est qu'il faut dynamiser la vie politique au sein des partis, je veux dire de façon générale. Et on a commencé un renouvellement des partis, un renouvellement de la classe politique. Je crois qu'il faut poursuivre, faire en sorte que les jeunes puissent s'impliquer davantage, mais que ces jeunes soient bien formés. Faire en sorte que les femmes soient mieux représentées. Les femmes qui constituent, selon un proverbe chinois, la moitié du ciel. Parce qu'un développement ne peut être efficace, ne peut être opéré si l'on décide de mettre de côté les femmes, de mettre de côté les jeunes. Encore une fois, il faut aussi revoir les organes des partis politiques. Faire en sorte que l'on ait un renouvellement à ce niveau. Qu'il y ait beaucoup plus de jeunes représentés au sein des organes chargés de diriger, n'est-ce pas, les partis politiques. Parce que l'enjeu, c'est de faire en sorte qu'on ait un vouloir vivre ensemble. Un vouloir vivre ensemble. Et enfin, réchauffer les bases. Qu'est-ce que vous mettez dans réchauffer les bases? Réchauffer les bases de l'inclusivité des élections. C'est-à-dire que ce n'est pas la dernière fois que nous allons organiser des élections. Il y en aura davantage. Et donc, faire en sorte que des tendances qui s'affirment comme telles, des voix discordantes qui s'affichent comme telles, soient représentées et aillent en contact, n'est-ce pas, aussi des citoyens pour que des choix éclairés soient faits, parce qu'il s'agit d'un État qui négocie les virages de son développement et que par cette occasion, il revient de réchauffer les bases de l'inclusivité des élections au Bénin. Merci. Merci à vous, chers invités. Je rappelle que nous avions sur ce plateau Angelo Tchatcha, président de l'ONG Wake Up for Your Rights. Et puis, Dr Patrick Renou, il est sociologue et politiste, maître assistant des universités du CAMES, expert en gouvernance, démocratie et développement. C'est avec eux que nous avons abordé, faire le bilan de cette quinzaine de la campagne électorale pour les élections communales de 2020, de ce dimanche. Merci de nous avoir suivis. Demain dimanche, c'est un nouveau jour sur l'ensemble du territoire national et sur ETélé. En tout cas, vous aurez la retransmission, le point de vue, les points directs de nos envoyés spéciaux qui seront déployés sur l'ensemble du pays pour nous faire vivre le déroulement du scrutin. Et puis le soir, vous aurez plusieurs plateaux avec des analystes. Bonsoir chez vous. Le meilleur reste à venir sur ETélé, la chaîne de l'excellence.